Et donc, je ne suis pas toute seule, il y a mon collègue Sergio qui est à Terranosa et cette agence se situe. Donc, Terranosa se situe à Fortaleza, dans le nord-est du pays, et Terra Brasil se situe à Rio, donc plus dans le sud-est. C'est vrai qu'on a deux agences, ça a été très important pour nous d'ouvrir cette seconde agence de Terranosa pour justement couvrir un maximum le pays, parce qu'on sait que le Brésil est un pays quand même très très vaste. Donc, Terra Brasil existe à peu près depuis plus de 10 ans et Terranosa, ça fait à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans que ça existe. Donc, on va être avec vous pendant à peu près 40 minutes pour vous présenter le Brésil. Donc, voilà, de façon assez, on va vraiment essayer de vous donner le plus d'informations possible. Si vous avez des questions, vous avez le chat en bas à gauche. Voilà, vous pouvez poser toutes les questions. Il y a quelqu'un qui notera vos questions et à la fin, on répondra à certaines questions. Et si par la suite, vous voulez approfondir d'autres choses sur certaines destinations, ben, on sera disponible par email et par Skype aussi pour répondre à vos questions. Alors, je vais vous donner quelques informations, quelques données sur le Brésil. Donc, c'est vrai que le Brésil, c'est un pays vraiment très, très vaste, comme je vous l'ai dit. Donc, le moyen de transport le plus utilisé est l'avion. Que ce soit en interne, donc les vols domestiques, donc c'est très, très bien desservi. Et aussi à l'international. À l'international, vous avez pas mal de vols directs, notamment via Air France, qui partent de Paris, qui arrivent à Rio, São Paulo et depuis peu Fortaleza aussi. Au niveau de la saisonnalité des voyages au Brésil, c'est vrai que le Brésil peut être visité toute l'année. Après, c'est vrai qu'il y a certaines régions où on préconise certaines saisons à cause des pluies. Donc ça, on y reviendra un peu plus pendant la présentation. On va détailler un petit peu ça. Alors bonjour à tous, je prends la suite donc, de ma collègue Danilde pour parler un petit peu donc, après cette première introduction des atouts du Brésil qui sont divers et variés sur un pays aussi grand que la taille d'un continent. On a tout d'abord une nature qui est différente avec de nombreux spots qu'on va évoquer donc, tout au long de cette présentation. Vous avez là une illustration de Julie Poisson, il y en a bien nombreux autres. Nous avons également la chance d'avoir une population qui est très accueillante et festive, ce qui plaît beaucoup à nos voyageurs. Cette réputation, elle est connue un petit peu partout et elle est loin d'être usurpée. Il s'agit également d'une destination, ça ne vient pas toujours à l'esprit, mais d'une destination aventure, qui est hors sentier battu, très clairement, avec beaucoup de possibilités de randonnée, de trek, etc. On m'entend pas très bien. Je vais essayer de parler plus fort ou plus près dans ce cas. On a également un littoral qui est l'un des plus longs d'Amérique latine, plus de 6000 km de plage, avec des plages magnifiques de tous les styles pour tous les goûts, etc. On a une terre de métissage et d'héritage colonial, comme vous le savez sans doute. Le Brésil est le seul pays d'Amérique latine qui parle portugais, à l'inverse de tous les autres pays en Amérique latine, avec ses spécificités au niveau architecture, au niveau culture, etc. Et enfin, dernier point fort du Brésil, c'est qu'on a quand même globalement un climat clément toute l'année. Il y a effectivement quelques spécificités en fonction des régions qu'on va évoquer, et c'est un pays qui se visite facilement toute l'année. Le Brésil, pour quel public? Au final, on s'aperçoit que c'est une destination qui concerne des types très variés de voyageurs. On a beaucoup de voyages de noces, de jeunes gens qui viennent, ou moins jeunes d'ailleurs, qui viennent au Brésil suite à un mariage, un vaccin, etc. Pour des vacances et familles, également, c'est une destination qui se fait tout particulièrement, du fait de la variété des activités qu'on peut y faire, côté balnéaire également, nature, observation d'animaux. C'est le point suivant, donc, pour les amoureux de la nature, puisqu'on a des régions qui sont vraiment très spécifiques et très dédiées à l'observation de faune, des flores, etc. Une destination idéale également pour les marcheurs. On a de très très belles possibilités de trekking, notamment au Brésil. On n'y pense pas tout le temps. On a tendance à privilégier certaines autres destinations d'Amérique latine, mais il faut savoir que le Brésil s'y prête, ça sera évoqué. Pour les amateurs de belles plages, bien évidemment, puisque comme je le disais, on a un littoral qui est peut-être le plus grand d'Amérique latine. Et enfin, pour les passionnés d'architecture, et je le dis non pas parce que je suis d'origine portugaise, mais il faut savoir que l'architecture coloniale portugaise est infiniment plus belle que l'espagnol qu'on retrouve un petit peu partout ailleurs en Amérique latine.
On va voir un peu les cinq. Donc au Brésil, vous avez plusieurs possibilités. Vous en avez vraiment pour tous les goûts, pour les personnes qui aiment la nature, l'architecture, pardon, les plages et aussi le trekking, l'aventure. Et donc on va commencer par les incontournables du Brésil. Donc là, donc une belle photo c'était une belle photo des chutes d'Iguassou. Donc là, voici la carte. Donc les incontournables du Brésil. Donc vous voyez sur la carte Rio, qui se situe donc dans le sud-est du pays. Ensuite, généralement, c'est vrai que pour un premier voyage au Brésil, donc on conseille d'aller aux chutes d'Iguassou, qui fait partie des incontournables du pays. Et ensuite, direction Salvador, qui est dans le nord-est. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant pour un premier voyage, parce que le nord-est, c'est vrai que vous avez une culture très différente. Et vous avez la possibilité aussi d'aller encore un peu plus dans le nord-est et faire ce qu'on appelle la route des émotions. Donc, moi, je vais vous parler un peu plus en détail de Rio. Donc, Rio, qui est ce qu'on appelle en portugais a Cidade Maravilhosa, qui est la ville merveilleuse. Vous avez vraiment une possibilité d'excursion vraiment pour tout le monde. Donc, c'est vrai que généralement, les voyageurs restent 2 jours et en 2 jours, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire les incontournables. Donc, vous avez le fameux Christ Rédempteur, le Corcovado, vous avez le pain de sucre, vous avez le centre historique, vous avez aussi le quartier des artistes. Voilà, vous avez en 2 jours, vous pouvez faire vraiment les incontournables. Après, c'est vrai que nous, notre agence est à Rio et c'est vrai que moi, je conseille souvent si les voyageurs ont la possibilité de rester un peu plus longtemps parce que Rio, c'est vraiment une ville à part et vous avez beaucoup d'activités. C'est une ville entre mer et montagne. Donc, pour les personnes qui aiment la nature, il y a pas mal de petites randonnées à faire et vous avez voilà, une des forêts urbaines les plus grandes du monde, qui est la forêt de Tijuca. Et donc là, vous pouvez faire pas mal de petites randonnées, donc c'est plutôt assez sympa. Vous avez une vue sur la ville, vraiment une vue imprenable. Ensuite, vous avez aussi, vu que nous, voilà, on connaît bien, c'est vrai qu'on connaît très très bien la ville, c'est vrai qu'on conseille beaucoup nos clients aussi pour les sorties, pour les personnes qui aiment la musique, les personnes qui aiment les cours, on propose aussi des cours de cuisine. Donc voilà, une personne qui veut un petit peu connaître un peu plus la culture et la gastronomie brésilienne, c'est vrai qu'entre les cours de samba et les cours de cuisine, ça fait un joli package. Donc ensuite, après Rio, direction les chutes d'Iguassou. Donc Iguassou, pour s'y rendre, ça sera en avion. Ça se situe à 2 heures de Rio en avion. Donc il y a pas mal de vols directs, c'est très facile d'accès. Donc des vols directs qui partent de Rio. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire à Iguassou? Bien sûr, l'attraction, ce sont les chutes. Donc vous avez les chutes du côté brésilien et du côté argentin. Un conseil vraiment, c'est dommage d'aller aux chutes d'Iguassou et de faire juste le côté brésilien. Donc, c'est très facile, on organise très facilement la visite du côté argentin et c'est surtout que c'est 2 visites très différentes. Le côté brésilien, vous avez une vue panoramique. Donc ça, c'est faisable en une demi-journée, voilà, ça suffit. Et le côté argentin, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre la journée. Et là, vous approchez vraiment des chutes et vous êtes au plus près, vraiment au plus près. Et après, à côté, vous avez d'autres petites activités qu'on peut proposer. Vous avez le parc des oiseaux, donc ça, c'est plutôt sympa pour les enfants. Et puis, une activité que moi, je trouve plutôt sympa, que j'ai beaucoup aimé, c'était le bateau. Donc, le bateau, vous allez en dessous des chutes. Et donc là, voilà, c'est une expérience assez extraordinaire. Et pour les voilà, qui veulent avoir une vision un peu différente des chutes, vous avez un tour en hélicoptère aussi qui est possible de faire. Donc, vous avez une vue vraiment imprenable sur le côté brésilien et le côté argentin. On remonte donc un petit peu la côte et on remonte dans la région nord-est avec un autre des grands incontournables au Brésil, la ville de Salvador de Bahia. Salvador de Bahia, pour situer, c'était la première capitale du Brésil, fondée par le Portugal au XVIe siècle. C'est encore à l'heure actuelle sans doute la ville la plus intense culturellement parlant. Il y a eu un fort métissage entre les influences portugaises, influences africaines également, puisque Salvador de Bahia était le premier port d'entrée des esclaves dans la nouvelle colonie brésilienne. Et tout ça a créé un terreau favorable à un développement culturel extrêmement intense. Salvador de Bahia est le berceau notamment, et c'est là qu'il y a encore le plus présent à l'heure actuelle,
la religion entre guillemets du candomblé, donc qui a mêlé les influences chrétiennes des Portugais et les croyances des esclaves d'Afrique. Salvador de Bahia est également le berceau de la capoeira au Brésil. La capoeira, certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est cet art martial brésilien qui ressemble à une danse, qui a été développé également à la période de l'esclavage. Voilà. Et on a également à Salvador de Bahia un centre historique colonial, encore une fois, architecture coloniale portugaise, qui a été très très bien restauré, qui est extrêmement bien conservé, qui est magnifique, qui s'appelle le Pelourinho, qui se visite à la demi-journée, à la journée, voire plus. Idéalement, en général, un séjour sur Salvador de Bahia prend facilement, il faut considérer 3 nuits, c'est une bonne durée pour rester sur place. On peut rester un petit peu plus, mais disons que le temps de découvrir la ville, aussi bien la partie historique que la partie un petit peu plus contemporaine, la région de la baie de tous les Saints, donc qui est cette grande baie devant Salvador que vous avez illustré en photo, il faut compter bien 3 nuits sur place, effectivement, et avec, comme je vous le disais, tout cet aspect culturel, capoeira, candomblé, etc., qu'on retrouve sur Salvador de Bahia. Grand incontournable suivant, peut-être un petit peu moins connu que ceux qu'on a évoqués pour l'instant, mais qui est vraiment un indispensable de la région nord-est en tous les cas, la route des émotions. La route des émotions, c'est l'itinéraire qui se situe entre les villes de Fortaleza, où nous sommes situés ici, et celle de San Luis. Itinéraire que nous pouvons réaliser aussi bien dans un sens que dans l'autre, et qui offre la particularité sur un circuit régional, sur une distance qui reste relativement raisonnable à l'échelle brésilienne, entre San Luis et Fortaleza, il y a à peu près 800 km à vol d'oiseau, d'aborder différents aspects de notre pays qui est le Brésil. Idéalement, de manière générale, on a tendance à faire cet itinéraire plutôt de San Luis vers Fortaleza, parce qu'il permet de commencer dans les parties culturelles, paysages, et de finir pour balnéaire. En tout état de cause, il peut tout à fait se faire dans le sens inverse. Si je le prends dans le sens San Luis-Fortaleza, donc on a d'abord la ville de San Luis, ville qui possède également un centre historique colonial qui est en cours de rénovation, mais en tous les cas qui se visite assez facilement à la demi-journée. San Luis, seule ville fondée par les Français au Brésil au XVIIe siècle, puisque le Brésil a été longtemps en lutte entre Portugais, Français et Hollandais, notamment pour la colonisation. Au final, ce sont les Portugais qui l'ont emporté, n'est-ce pas? Donc San Luis, voilà, San Luis peut se visiter à la demi-journée. Il y a également une petite ville qui s'appelle Alcantara, qui possède un très joli centre historique colonial qui peut se visiter à la journée au départ de San Luis. Ça, c'est la première étape, et c'est pour la partie culturelle, disons, de la route des émotions. Ensuite, quand on part de San Luis, on se rend vers le parc des Lençóis Maranhão, qui se situe 4h30 de route de la ville de San Luis. Et les Lençóis Maranhão, peut-être que certains en ont déjà entendu parler, c'est un petit peu méconnu, mais c'est la photo que vous avez en haut à droite, avec ce grand désert donc, de dunes de sable blanc, entrecoupé de lagunes d'eau douce qui se forment pendant la saison des pluies, schématiquement du mois de mars-avril jusqu'au mois de mai-juin, il pleut dans les Lençóis et ça forme ces lagunes que vous avez, qui crée un panorama saisissant entre les dunes de sable blanc, les lagunes d'eau douce et le ciel qui se reflète dans ces lagunes, qui crée ce panorama magnifique. Quand on continue à descendre sur ce littoral, on enchaîne ensuite avec le delta de Parnaíba. Changement, je vais me rapprocher. Changement total donc d'ambiance. On passe d'un désert de sable blanc à un des plus grands deltas du monde, avec ceux du Nil et du Mékong, delta de Parnaíba, où on va pouvoir observer de la faune, de la flore, on va pouvoir assister à un spectacle magique qui est celui des ibis rouges que vous voyez en photo, qui viennent se nicher tous les soirs sur une des îles du delta. C'est un spectacle assez féerique qui a lieu au moment du coucher du soleil. Dernier point enfin de cette route des émotions, c'est toute la partie balnéaire, donc quand on se rapproche de Fortaleza, et notamment le village de Jericoacoara, qui commence à avoir une petite notoriété également, qui est un petit village balnéaire qui s'est développé touristiquement, mais de manière raisonnable et raisonnée, qui est situé au milieu d'un parc naturel de dunes de sable, et où on a la possibilité de ne rien faire, comme l'illustre très bien la photo, de pratiquer des sports nautiques, kitesurf, surf, planche à voile, stand-up paddle, de profiter de toute la diversité de la gastronomie qu'on a sur place également, parce qu'on a beaucoup de petits restos, de petits bars très sympas à faire. Et voilà, ça permet de clore de manière générale en beauté un itinéraire plus long sur le Brésil et en particulier sur le nord-est. Alors, moi, je veux des destinations nature au Brésil.
Donc, il y a, alors, vous voyez sur la carte, vous avez le Pantanal et l'Amazonie. Donc, moi, je vais vous détailler, Sergio va vous parler de l'Amazonie, moi, je vais vous détailler un petit peu le Pantanal. Donc, le Pantanal, vous voyez qu'il se situe dans la région du Mato Grosso. Et donc, quel est l'intérêt de cette région? Qu'est-ce que c'est que le Pantanal? Le Pantanal, c'est une énorme plaine inondée quasiment la moitié de l'année. Donc, c'est vrai que, comme je vous disais au début, il y a certaines régions, il faut faire attention au mois. Donc, c'est vrai que le Pantanal, on conseille de le visiter durant la période sèche. Donc, c'est entre mai et novembre. Quel est l'intérêt du Pantanal? Il faut bien l'expliquer aux voyageurs. Le Pantanal, c'est pour les personnes qui aiment, c'est pour l'observation animalière, c'est pour les personnes qui aiment la faune. Donc voilà, ça va être l'observation. Vous allez voir des animaux, vous allez voir beaucoup d'oiseaux, vous allez voir le tapir, la loutre géante, et c'est aussi très connu pour les personnes qui veulent voir le jaguar. Donc, le jaguar aussi, c'est pas toute l'année, c'est à peu près ça commence au mois de juin jusqu'à octobre. Voilà, c'est la période où vous pouvez voir le jaguar. Donc, vous avez deux possibilités, deux façons de visiter le Pantanal. Soit en privatif avec votre guide chauffeur. Donc, c'est un guide spécialisé qui est vraiment, voilà, qui a une expertise vraiment très très forte, notamment en ornithologie et sur la faune de la région. Et donc, vous allez passer 1 à 2 nuits. Vous allez changer d'hébergement à peu près quasiment toutes les nuits ou rester au maximum 2 nuits dans un même logement. Et donc voilà, vous partez un petit peu à l'aventure, à votre rythme pour découvrir la région. Ou sinon, vous avez la possibilité de rester dans un lodge. Et dans ce lodge, vous restez dans le lodge pendant toutes les nuits de votre séjour et vous partez en excursion tous les jours et vous revenez le soir dans votre lodge. Donc, vous avez plusieurs types d'excursions. Vous avez des balades à cheval, vous avez de l'observation nocturne, vous avez des balades en barque. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Et il faut compter au minimum quand même 4 jours parce qu'il faut vraiment en profiter. Et c'est important voilà, de prendre son temps. Donc voilà pour le Pantanal. Je laisse Sergio parler de l'Amazonie. Merci Eva. On vient donc sur la région plus au nord, qui est la région de l'Amazonie, nom mythique qui vient assez souvent à l'esprit quand on évoque le Brésil, effectivement. L'Amazonie, schématiquement, on a deux types de séjours principaux. Soit des séjours en lodge, où on va partir, la principale ville d'accès à l'Amazonie brésilienne, c'est la ville de Manaus. On va partir de Manaus, on va se rendre dans des lodges qui sont plus ou moins distants de la ville, de manière générale un petit peu éloignés, Manaus est une très grande ville, et on part effectivement en véhicule puis en bateau jusqu'à un lodge où on va rester pour s'héberger et où on va partir tous les jours pour des excursions, donc que ce soit varié, marche dans la jungle, observation de faune, on a notamment les dauphins roses d'Amazonie avec lesquels on peut se baigner, on peut aller pêcher des piranhas, on peut aller visiter des communautés caboclo, donc caboclo pour situer sont les descendants de métis, d'esclaves et d'indigènes de l'Amazonie. On a également des communautés indigènes qui vivent sur le bord du fleuve. On va aller visiter, qui vont nous montrer un petit peu de leur mythe et de leur folklore. Voilà pour toutes les activités qu'on va pouvoir organiser au départ des lodges. Des lodges, il y en a vraiment tous les goûts, toutes les catégories, de tout niveau de confort. On a des choses très très basiques, des choses très très belles, comme le Lodge Naviganas, qui est un des plus luxueux qu'on a dans la partie amazonienne, vous avez en photo ici. L'autre grand aspect qu'on peut avoir pour un séjour en Amazonie brésilienne, ce sont les croisières. Les croisières, là aussi, il y a plusieurs gammes, plusieurs niveaux de confort. Ça va de la croisière en groupe où on dort dans des hamacs sur le pont du bateau, à la croisière privée avec son petit bateau uniquement pour soi, pour son groupe, pour sa famille, pour son couple, et où on va dormir en cabine avec tout le confort, climatisation notamment. Il y en a réellement pour tous les goûts, tous les budgets. Ça dépendra réellement du type de profil du client. Juste pour info, et il y a certains qui peuvent être un petit peu rebutés par le côté dormir dans des hamacs sur le pont. Je reviens moi-même d'Amazonie où j'étais la semaine dernière. J'ai fait une croisière de 4 jours où j'ai dormi 3 nuits dans un hamac. C'est quelque chose qui se fait très très bien. C'est une magnifique expérience vraiment. Je la recommande encore une fois en fonction du type de clientèle et c'est quelque chose qui se fait réellement très très bien. En termes de durée, ce qu'on prévoit pour les séjours en Amazonie, il faut compter un minimum de 3 nuits. Je dirais que
moins que ça peut être frustrant et ça ne permet pas forcément réellement de s'imprégner de cette ambiance amazonienne et de pouvoir un petit peu pratiquer toutes les activités, voir ce qu'il y a à y voir. Pour ce qui est de la meilleure période pour l'Amazonie, c'est une question qui revient assez souvent. Il n'y a pas réellement de meilleure période en fait. Il y a des périodes de l'année qui sont différentes. On va dire que schématiquement, de décembre, janvier jusqu'à mai-juin, il pleut en Amazonie. Alors quand je dis pluie, ce sont des fortes pluies tropicales qui vont durer un moment. C'est pas de la pluie du matin au soir. Donc l'Amazonie est visitable même en cette période où il pleut. Et puis après, on a une période plus sèche qui s'étend de juin-juillet jusqu'à la fin de l'année de manière générale. Ce qui va changer surtout en Amazonie, c'est le niveau du fleuve, puisque vers la fin d'année, c'est-à-dire en ce moment notamment, on a un niveau du fleuve qui est très très bas, ce qui laisse apparaître beaucoup de plages fluviales, mais qui à l'inverse ne permet pas d'avoir des panoramas de forêts immergées comme ceux qu'on illustre sur la photo que vous avez en bas à droite de la présentation. Pour les gens qui voudraient venir à une période où le fleuve est plus haut, il faut venir aux alentours de mai-juin, en fin de saison des pluies. On a vraiment un fleuve Amazon qui est au top. Et voilà. En tout état de cause, il n'y a pas de période qui est meilleure plus qu'une autre. Il faut juste prendre en compte le fait qu'en termes d'activité, toutes les activités sont globalement réalisables, que ce soit en saison plus humide ou en saison plus sèche. La seule chose qui va varier, c'est un petit peu le panorama, effectivement, qu'on aura en fonction du moment où les visiteurs se rendront sur place. Après cette partie nature, on va revenir un petit peu plus dans les villes brésiliennes, donc évoquer toute la partie architecture, puisqu'on a un pays, le Brésil, qui est très très riche en architecture, effectivement, que ce soit la partie coloniale portugaise ou des choses un petit peu plus modernes. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Yveline. Elle va d'abord vous parler de la région du Minas Gerais, donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, est située au nord de la ville de Rio de Janeiro. On va ensuite se déplacer un petit peu plus au sud vers la petite ville de Paraty, qui est sur la côte entre Rio et São Paulo. On remontera ensuite vers le centre du pays et Yveline vous parlera de Brasilia, qui est la capitale du pays depuis les années 60. Et on reviendra enfin, à la fin, je reprendrai la parole pour évoquer Recife Olinda, qui se situe plus dans le nord-est. Donc voilà, en effet, je vais vous parler de la région du Minas Gerais. Donc, comme a dit Sergio, qui se situe au nord. C'est une région qui se situe au nord de Rio. Donc, quel est l'intérêt de cette région? C'est que pour les personnes qui aiment les petites villes coloniales, parce que c'est vrai que c'est une région très différente par rapport à ce qu'on a vu un petit peu auparavant, c'est que c'est une région qui a connu son essor durant l'époque de l'or, au moment de la colonisation des Portugais. Donc, c'est vrai que vous voyez un autre Brésil. On est ce qu'on appelle chez nous l'intérieur du Brésil. Donc, voilà, vous avez plusieurs façons de visiter cette région. Donc, pour les gens qui sont un peu plus courageux, vous pouvez louer une voiture, partir de Rio et commencer à visiter toutes les petites villes. Donc, les villes les plus connues, vous avez Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, et puis terminer à Belo Horizonte. Ou sinon, si vous souhaitez être accompagné et d'avoir un guide justement qui vous raconte l'histoire de cette région, parce que c'est une région très très riche au niveau de son histoire, voilà, vous pouvez avoir votre guide chauffeur qui vous accompagne et on construit justement un petit circuit personnalisé sur cette région-là. Donc ensuite, on va descendre sur un peu plus au sud du Brésil, qui est Paraty. Donc, du Brésil, oui, du Brésil, donc qui se situe au sud de Rio. Donc là, il faut Paraty, ça se situe à peu près 4 heures, 4h30 de Rio en voiture. Donc, c'est vrai que tout l'or qui provenait du Minas Gerais a été acheminé dans le port de Paraty. Donc, Paraty, son intérêt, c'est surtout son centre historique et son centre, voilà, avec son architecture coloniale. Donc ça, on préconise généralement une petite demi-journée, une journée, donc c'est plutôt sympa. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements aussi à Paraty. Donc voilà, les personnes qui veulent un petit peu voilà, profiter de la soirée à Paraty, c'est plutôt sympa. Un peu plus tard, je vous parlerai des alentours de Paraty. Il y a pas mal d'activités à faire aussi. Donc, ensuite, direction la capitale du Brésil, qui est Brasilia, qui n'est pas Rio. C'est vrai qu'à une époque, c'était Rio, mais c'est passé Brasilia. Brasilia, l'intérêt de Brasilia, c'est son architecture. Parce que Brasilia, c'est une ville très moderne qui a été construite suite à un projet d'une grande ampleur pharaonique. Donc, c'est vrai que les personnes curieuses qui aiment l'architecture, curieux de comprendre comment a été construite cette ville et
et à quelle vitesse aussi elle a été construite et pourquoi elle a été construite, c'est vrai que ça a un grand intérêt. Donc ça, c'est vraiment indispensable d'avoir quelqu'un, un expert, un guide qui vous accompagne durant la visite, parce que c'est vrai que pour comprendre un petit peu où ça fonctionne, c'est plus intéressant. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Sergio. Donc, on revient dans le nord-est. On a évoqué d'ores et déjà Salvador, qu'on a vu au début dans les incontournables. On a évoqué la ville de San Luis. Troisième grande ville, enfin ensemble de villes pour le coup, puisqu'elles sont deux très intéressantes du nord-est, c'est Recife et Olinda. Donc, Recife, capitale actuelle de l'État du Pernambouc, et Olinda, qui est sa voisine, qui historiquement a été la toute première capitale de Pernambouc, donc avant que les Hollandais au XVIe siècle occupent cette région-là du Pernambouc. J'évoquais les luttes entre Français, Hollandais et Portugais pour la conquête du Brésil, et établissent une nouvelle capitale donc, qui a été Recife. Schématiquement, à Olinda, on va retrouver un centre historique colonial, architecture coloniale portugaise, là aussi très bien restauré, magnifiquement préservé, qui se visite de manière générale sur la demi-journée ou la journée. Et on a ensuite la ville voisine donc, de Recife, plus contemporaine, comme je l'expliquais, car fondée un petit peu plus tard, mais où on a également une architecture très intéressante, un peu style art nouveau, comme vous pouvez le visualiser sur la carte. Ces deux villes, de manière générale, nos voyageurs aiment beaucoup y passer 2 voire 3 nuits. Ça permet effectivement de s'imprégner de ces deux aspects, le côté plus historique, plus colonial de la ville d'Olinda et puis le côté un petit peu plus contemporain donc de sa grande voisine Recife. De manière générale également, en termes d'hébergement, ce qu'on recommande nous à nos voyageurs, c'est de s'héberger à Olinda, dans le centre historique. On a tout un tas de petites posadas, de charmes, beaucoup de cachets. Et de partir faire les visites, que ce soit d'Olinda ou de Recife, à partir d'Olinda. Du côté de Recife, qui est une ville plus moderne, en termes d'hôtellerie, ce sont plutôt des hôtels de grandes chaînes, sans beaucoup de personnalité. C'est pour ça qu'on recommande assez systématiquement plutôt de venir du côté Olinda pour l'hébergement. Après toutes ces villes dont on vient d'évoquer, on va passer à la partie aventure, et notamment cette très belle photo que vous voyez des Lençóis Maranhão. On va voir que le Brésil est un pays qui offre de belles possibilités pour du trekking, mais pas uniquement, pour des aventures un petit peu plus motorisées. Donc, je vais d'abord vous parler de trekking dans la région des Lençóis Maranhão, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour la route des émotions. Ensuite, on va descendre un petit peu plus au sud, en restant dans le nord-est, dans l'état de Bahia, on va évoquer la Chapada Diamantina. On reviendra un petit peu plus au nord pour une aventure motorisée avec du buggy donc sur les plages du littoral du nord-est. Et je repasserai la parole donc à Ivanilde qui vous évoquera la Costa Verde, qui est donc cette région aux alentours de la ville de Paraty qu'elle a évoquée précédemment. Donc, les Lençóis Maranhão, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc grand désert de sable blanc et de lagunes d'eau douce. Il faut savoir qu'il y a une possibilité dans ce parc, soit on peut s'y rendre en 4x4 et faire une excursion à la journée, soit pour les plus courageux, il y a la possibilité de traverser ce parc d'est en ouest ou dans l'autre sens éventuellement, en faisant donc un trekking. L'idée c'est quoi? C'est qu'on peut le faire sur 3 jours, voire 2 jours. On a une version un petit peu plus raccourcie pour les gens qui souhaiteraient marcher moins. L'idée c'est de partir tous les jours assez tôt le matin pour éviter les grosses chaleurs de la journée. On part en général à 3-4 heures du matin. Il faut savoir que dans le nord-est, le soleil se lève aux alentours de 5h30. Donc 3-4 heures du matin, départ, et on va partir pour 5-6 heures de marche, un petit peu plus, un petit peu moins en fonction de la condition physique des clients et de leur rythme. Il faut savoir que c'est un trek qui n'est pas difficile physiquement. Je l'ai fait moi-même, je l'ai fait très tranquillement. On y marche facilement dans les Lençóis. Ce n'est pas du sable de plage dans lequel on s'enfonce à chaque pas. C'est un sable qui est plutôt compact, qui n'est pas brûlant. Pour la petite histoire, moi, quand je l'ai fait pieds nus. Il y a des gens qui le font en chaussettes, il y a des gens qui le font en sandales. En tous les cas, on ne recommande pas les chaussures de marche pour faire ce trekking, très concrètement. Et voilà, l'idée, comme je vous le disais, c'est de partir pour 2 voire 3 jours, de traverser ce parc, de pouvoir observer ce panorama unique, de profiter d'une quiétude incroyable, puisqu'on est au milieu d'un désert où il n'y a rien. Et on va passer les nuits à chaque fois dans le type d'hébergement que vous voyez en bas à droite, c'est-à-dire chez l'habitant, ce sont des structures sous lesquelles sont montés des hamacs. Donc on dort en hamac. Là aussi, il peut y avoir une appréhension de la part de nos voyageurs. Est-ce qu'on dort bien en hamac? On dort très très bien en hamac, en particulier quand on vient de marcher 6 heures. On dort extrêmement bien.
Niveau gastronomie, on a droit à toute la gastronomie locale des Lençois, c'est-à-dire le fameux triptyque brésilien, haricots, riz, pâtes, de manière générale, accompagné de viande de poulet fraîchement tuée par les locaux qui vont vous accueillir pour passer les nuitées. Voilà pour le trekking des Lençois. On passe ensuite à une autre région très importante pour ce qui est de la partie aventure trek dans le nord-est, la région de la Chapada Diamantina. La Chapada Diamantina, c'est un grand parc naturel qui est situé dans l'état de Bahia, dans la capitale El Salvador, à l'ouest donc de Salvador. On y accède de deux manières. Soit en bus depuis Salvador, il y a à peu près 500 km, donc 6 à 7 heures de bus, quand même mine de rien. Soit, autre possibilité pour les gens qui ne veulent pas prendre de bus, c'est qu'il y a des avions qui font la liaison entre Salvador d'un côté et Lençois, qui est la capitale, entre guillemets, de la Chapada Diamantina. Lençois, à ne pas confondre avec les Lençois Maranhães, c'est autre chose. Ce vol circule, cette rotation a lieu les mardis, jeudis et samedis. Une fois qu'on est sur place, donc à Lençois, on a la possibilité soit de partir pour des excursions à la journée, soit de s'engager dans un trekking plus physique pour le coup. Alors, je vous disais tout à l'heure que le trek des Lençois n'est pas très exigeant physiquement, surtout les conditions qui sont un peu plus difficiles. La Chapada, il faut être en meilleure forme. Très concrètement, ça demande un petit peu plus. On a du dénivelé, on marche en partie sur des cailloux, il fait chaud, il fait humide. C'est quelque chose qui demande d'être un petit peu plus habitué à la randonnée. Autant le trek des Lençois se fait assez facilement, autant le trek dans la Chapada, ça demande d'être un petit peu plus en forme. En termes de durée, à partir de 3 jours, on peut faire 5 jours, on peut faire 7 jours, on peut faire 10 jours. Là, c'est vraiment en fonction du temps et de l'envie des clients. Et voilà, très très loin d'endroit, avec des panoramas variés, des plateaux, des cascades dans lesquelles on va aller se baigner, etc. Très très belle expérience, très différente pour le coup de ce qu'on peut retrouver dans les Lençois Maranhães, c'est ce que j'ai évoqué précédemment. On continue avec l'aventure, alors là, l'aventure motorisée pour le coup, avec les possibilités qu'on a de trajet et d'expédition en buggy entre Natal et Fortaleza schématiquement parce que c'est la zone qui s'y prête le plus sur le nord-est. Deux possibilités, soit partir pour une expédition de 4-5 jours, voire plus, en fonction de la disponibilité et de l'envie des clients, soit accompagné d'un chauffeur qui va nous conduire chaque jour. Donc l'idée, c'est de faire des portions de littoral qui sont pas immenses, on part sur 100-150 km maximum par jour. L'idée, c'est de passer la journée dans le véhicule, en faisant des arrêts pour des baignades, en s'arrêtant dans les petits villages de pêcheurs, en allant déguster de la langouste dans une cahute locale. Donc, première possibilité, comme je le disais, avec un chauffeur qui vous conduit. Deuxième possibilité, qui est en général assez recherchée et qui plaît beaucoup, c'est en self-drive. C'est-à-dire, on va en expédition avec un chef d'expédition qui va ouvrir la route dans son buggy et on le suit en volant de notre propre buggy. C'est quelque chose qui se fait très très bien et qui est en général très apprécié par nos voyageurs. On parle du littoral entre Natal et Fortaleza. Il faut savoir qu'on peut pousser un petit peu plus loin, notamment quand on vient du côté de Fortaleza. On va monter jusqu'à Jericoacoa, là qu'on évoquait tout à l'heure dans la route des émotions, en buggy. Voilà. En tous les cas, très très belle expérience aventure également, très hors sentier battu, des grandes étendues de sable, des herbes, de belles falaises colorées comme vous pouvez le voir en illustration. Une très belle expérience pour les amoureux de sensations mécaniques. Alors, donc on va redescendre un petit peu, on va aller, comme je vous ai parlé tout à l'heure, je vous avais parlé de Paraty, je vous avais parlé des alentours de Paraty, la Costa Verde. Avant de revenir en détail là-dessus, n'oubliez pas que vous pouvez nous poser des petites questions sur le chat, donc on note tout et à la fin on vous répondra, mais on regarde bien ça. Donc c'est parti pour la Costa Verde. J'avoue que c'est une région que j'apprécie particulièrement pour être allée en reco il n'y a pas très très longtemps. C'est vrai qu'en termes de paysage et d'écosystème, c'est vrai qu'on ne soupçonne pas que le Brésil a cet écosystème si près de Rio. Donc en fait, vous avez Ilha Grande. Ilha Grande, de Paraty, pour s'y rendre, vous allez prendre la voiture et ensuite le bateau. Donc Ilha Grande, c'est une destination pour des personnes qui veulent du calme, qui aiment la nature, qui veulent en profiter. Il y a pas, le centre-ville, c'est juste une petite place. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas grand-chose à faire le soir, mais c'est vraiment profiter la journée, faire des balades en bateau, faire du snorkeling, faire de la marche. Vous avez des piscines naturelles, des cascades. Donc voilà, c'est vrai que c'est une belle destination pour les familles, par exemple, à la fin d'un séjour terminé par Ilha Grande. On faudra faire attention par contre aux saisons. C'est vrai que on préconise plus en été.
Ensuite, vous avez la Serra da Bocaína, toujours dans la Costa Verde. Donc ça, c'est vraiment aussi. Alors là, vous pouvez faire des randonnées, voire des treks. C'est un petit peu plus poussé. Les bons marcheurs peuvent aller justement faire la Serra da Bocaína, où là, alors vous allez vous imprégner un petit peu de la culture. Donc c'est une ambiance un petit peu cow-boy. Donc c'est vrai que c'est une facette du sud-est du Brésil assez intéressante. Donc c'est vrai que les personnes qui veulent s'imprégner de la culture brésilienne, voir un autre côté du Brésil, c'est vrai que c'est plutôt sympa de faire cette randonnée, découvrir cette serra. Ensuite, vous avez, alors c'est vrai qu'on a souvent des voyageurs qui nous disent on aimerait interagir avec les locaux, vivre au quotidien avec eux. Donc on a ce qu'on appelle, vous avez tout un trek qu'on appelle le trek des pêcheurs. Et là, en fait, vous allez de village de pêcheurs en village de pêcheurs. Donc, vous faites de la marche, vous marchez un petit peu. Donc, c'est pas très difficile. Moi, pour l'avoir fait, voilà, ça a été, j'ai réussi à le faire. Donc, c'est vraiment pas très, très compliqué. Et là, le soir, vous arrêtez dans des villages de pêcheurs. Donc, c'est vrai qu'en famille, c'est plutôt sympa parce que les enfants, il y a toujours des enfants qui jouent au foot sur les plages. Si vous aimez aussi, ils vivent forcément aussi de la pêche. Donc, vous allez voir les pêcheurs amener leurs poissons, vous allez voir comment ils le préparent. Et le soir, bien sûr, vous allez manger ce bon poisson. Donc, au niveau culinaire, au niveau culturel, au niveau de l'interaction avec les locaux, c'est vraiment très, très riche. Donc, on va repartir un petit peu sur les destinations vraiment balnéaires du Brésil. Donc, on va mettre la carte pour vous montrer un petit peu de quoi on va vous parler. Donc, dans un premier temps, moi, je vais vous parler un petit peu de Búzios et de la côte de Bahia. Donc, Búzios se situe à quelques heures de Rio, comme vous pouvez le voir. Ensuite, Salvador. Donc, on resitue Salvador qui est dans le nord-est du pays, comme vous pouvez le voir sur la carte, et ça va être dans les alentours de Salvador. Ensuite, Sergio va vous parler un peu plus du nord-nord-est, Géry, Praia da Pipe et Fernando de Noronha, qui est une destination qui est en plein essor. Donc, Búzios, qu'est-ce que c'est que Búzios? C'est vrai que Búzios, donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, ça donne vraiment envie avec cette mer, cette eau cristalline quasiment. Donc Búzios est considéré comme le Saint-Tropez de Rio, oui, de Rio. Donc c'est vrai que c'est assez branché. Et c'est assez connu aussi parce qu'on a Brigitte Bardot qui, lui, passait ses vacances et vous avez une statue de Brigitte Bardot. Donc, c'est vrai que tous les Brésiliens en parlent. À chaque fois qu'ils rencontrent des Français, parlent de cette statue de Búzios. Donc, typiquement, pour des voyageurs qui veulent avoir une destination plage un petit peu animée, c'est vrai que Búzios reste une bonne alternative. C'est pas trop loin de Rio, donc vous y rendez très facilement. Pas besoin de prendre un avion de Rio. Ensuite, direction le littoral bahianais. Donc, moi, je vais vous parler de Morro de São Paulo et de Boipeba. Morro de São Paulo, donc, ce sont des îles qui se situent dans les alentours de la ville de Salvador. Morro de São Paulo, pour s'y rendre, donc de Salvador, vous allez prendre un catamaran. Il faut compter à peu près 2h30 pour vous rendre sur l'île. C'est vrai que cette traversée est assez connue parce la mer est un petit peu agitée. Donc, c'est vrai que voilà, ça secoue un petit peu, mais le voyage en vaut vraiment la peine. Une fois que vous arrivez sur l'île, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est vrai que Morro de São Paulo, il y a plusieurs plages. Vous avez de la plage 1 à la plage 5 et il y en a pour tous les goûts. Plus vous vous éloignez, plus vous trouvez du calme. Donc, les premières plages, voilà, c'est assez animé. Vous avez des bars en bord de plage, vous avez pas mal d'ambiance. Et à partir du jeudi soir, vous avez des soirées sur la plage ouvertes pour tout le monde. Donc, c'est plutôt sympa, voilà, pour déguster une petite caipirinha, pour manger un petit peu local. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Après, sur les plages un peu plus, plage 4, 5, voilà, pour des familles, pour des personnes qui sont en voyage de noces, c'est vrai que c'est plus calme, plus sympa. Et de toute manière, ils peuvent très bien, dans la journée, se rendre sur les premières plages très facilement. Et ensuite, vous avez Boipeba. Boipeba qui, alors, voilà, pour quelqu'un qui veut de la tranquillité, qui veut vraiment se reposer, Boipeba, moi, c'est vraiment mes coups de cœur. Voilà, c'est une île où vous pouvez faire de la marche, profiter de la mer.
il n'y a pas beaucoup de touristes. C'est vrai que c'est assez connu, mais au final, il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Voilà, on rencontre beaucoup de locaux et c'est vraiment très reposant. Donc, c'est vrai que ça reste une très bonne destination pour des familles et pour la fin d'un voyage aussi. Je vous passe la parole à Serge. Alors, on revient dans le nord-est on parlait de balnéaire, on a déjà évoqué le village de Thierry au tout début, donc sur la route des émotions, qui commence à avoir son notoriété. Il y a un autre spot réellement un petit peu dans le même esprit qui commence à être très connu sur le nord-est, c'est Playa da Pipa. Playa da Pipa qui est également un petit village de pêcheurs à la base, qui s'est développé touristiquement, mais là encore de manière raisonnable et raisonnée, qui propose de très belles plages comme celles qu'on peut voir en photo, des plages pour tous les goûts. Il y en a certaines où il y a un petit peu de monde, d'autres qui sont totalement désertes. Des possibilités de sport nautique également, surf, kitesurf, stand-up paddle qu'on évoquait, snorkeling éventuellement, et une plage en particulier où on peut aller se baigner avec les dauphins. La grosse différence entre Playa da Pipa et Jerry, donc qui sont les deux spots balnéaires vraiment connus du Nord-Est, c'est un petit peu, je dirais que c'est surtout en termes d'ambiance. Jerry, c'est une ambiance un petit peu plus bohème, on marche dans le sable, il n'y a pas de rue à Jerry, il y a peu de véhicules, on marche pieds nus dans le sable. Playa da Pipa est un petit peu plus chic, entre guillemets, ce sont des petites rues de pavés, là on va retrouver là encore, comme à Jerry, beaucoup de petits restos, de petits bars, etc. Voilà. C'est peut-être une ambiance un petit peu plus guindée à Pipa, là on va avoir quelque chose d'un petit peu plus bohème à Jerry, quoi. Playa da Pipa qui, pour le situer, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, est à proximité de Natal, donc à l'est de la ville de Fortaleza. Et on finit enfin avec la destination incontournable, très clairement, pour le farniente et les belles plages ici au Brésil, l'archipel de Fernando de Noronha, qui n'est pas toujours très connu. Il faut savoir que c'est un archipel d'îles qui appartient au Brésil et qui est au large des côtes brésiliennes. On est à 350 km à peu près de la ville de Natal, de Recife, et à 500 de la ville de Natal. On accède donc à Fernando de Noronha en avion depuis l'une de ces deux villes, donc Natal ou Recife. On a pour 1 heure de vol. Et en arrivant sur place, on découvre un paradis terrestre, très concrètement. Fernando de Noronha, c'est une réserve naturelle, c'est un parc naturel marin également, très préservé, extrêmement contrôlé. On paye une taxe écologique en fonction du nombre de jours qu'on passe sur l'île. On paye un droit d'entrée pour accéder au parc marin. La contrepartie de tout ça, c'est qu'on accède sans doute aux plus belles plages d'Amérique latine, extrêmement préservées, extrêmement sauvages et surtout extrêmement désertes. Il n'est pas rare, quand vous vous rendez sur l'une des 18 plages de l'île principale de Fernando de Noronha, de vous retrouver seul sur la plage, tout simplement, avec les panoramas que vous pouvez voir sur les photos qu'on vous présente. Noronha est également, au-delà du farniente, un paradis pour les plongeurs, avec une visibilité à plus de 50 mètres, quelle que soit la saison, un paradis pour les gens qui veulent observer de la faune, des tortues marines géantes, des dauphins, des requins, qui n'attaquent pas l'homme, évidemment. Pour les amoureux de randonnée, il y a la possibilité de faire de nombreuses randonnées sur l'île également. C'est vraiment, personnellement, j'ai eu la chance de m'y rendre l'année dernière. C'est probablement, pour savoir un petit peu traîner ma bosse en Amérique latine, probablement l'un des plus beaux endroits qui m'a été donné de voir depuis que je travaille dans le tourisme. Voilà, pour faire un randonnée. On est arrivé à la fin de notre présentation, aussi bien panorama sur le Brésil, aussi bien sud que nord. On va passer maintenant à répondre aux différentes questions qui ont été posées tout au long de notre présentation. Alors, donc, nous avons une question de Sergio qui nous demande des villes d'accès pour le Pantanal. Alors, vous disiez, vous avez deux possibilités de découvrir le Pantanal, et c'est vrai qu'il y a deux villes d'accès pour le Pantanal, parce qu'on différencie le Pantanal Nord du Pantanal Sud. Alors, lorsque vous souhaitez découvrir le Pantanal Nord en itinérant, vous allez jusqu'à la ville de Cuiabá. Et si vous souhaitez découvrir le Pantanal Sud, vous allez jusqu'à la ville de Campo Grande. Voilà. Question sur la route des émotions pour Sergio. Combien de jours pour la route des émotions? Oui, effectivement, c'est un point important que je n'ai pas abordé tout à l'heure. Tellement de choses que j'en oublie le principal. La route des émotions peut se faire, on va dire que minimum, il faut compter 1 semaine. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, 1 semaine. Après, de manière générale, tout va dépendre du temps et de l'envie des clients. Pour les gens qui finiront par le balnéaire notamment, de manière générale, ils aiment bien prendre un petit peu plus le temps pour cette partie plage à la fin.
Donc, on va dire que minimum une semaine, 6 nuits, et puis à partir de là, on peut faire plus 10, 12 jours. On a des gens qui ont passé 15 jours sur la route des émotions. Mais on va dire qu'en termes d'itinéraire, il y a surtout la partie entre Saint-Louis jusqu'à Géry-Poil, et après pour la partie balnéaire à la fin, donc ça va prendre 6 nuits, et pour la partie balnéaire à la fin, tout va dépendre du temps qu'ont les clients. Nouvelle question. Combien de temps pour le Minas Gerais? Alors, c'est vrai que pour visiter le Minas Gerais, on préconise au minimum 4 jours. 4 jours, c'est vraiment bien. Après, voilà, pour vraiment en profiter au maximum, c'est vrai que 4 jours, c'est pas mal. Après, si vous souhaitez y rester un peu plus, si les personnes, voilà, surtout quand ils sont en autotour, c'est vrai qu'ils vont un peu plus, ils vont à leur rythme. Donc, mais minimum 4 jours, c'est vraiment l'idéal. Question pour Sergio. Quelle est la capacité des bateaux de croisière en Amazonie? Alors, capacité des bateaux, là encore, tout va dépendre des bateaux. Pour ce qui est des croisières en groupe, entre guillemets, on a des bateaux par exemple, sur lesquels on a 6, 8 cabines, voire plus. Si on part sur une croisière plus privée, sur des plus petits bateaux, on va avoir des bateaux avec 2, voire 3 cabines. Donc pour les gens qui vont dormir en cabine. Si on part sur la formule nuit en hamac, on a des bateaux sur lesquels on peut facilement suspendre 10, 12 hamacs sans problème. Question de Michel. Quelle est la différence entre le Pantanal Nord et le Pantanal Sud? La plus grosse des différences entre les deux pantanals, ça va être surtout que dans le Pantanal Nord, les personnes qui le demandent, c'est les personnes qui veulent aller voir le jaguar. Donc, c'est vrai que c'est la plus grande des différences. Après, en termes de faune, que ce soit dans le Pantanal Nord ou dans le Pantanal Sud, vous voyez les mêmes animaux. Et surtout, la plus grande des différences, c'est la façon dont vous allez voyager dans le Pantanal Nord en itinérant. Et dans le Pantanal Sud, on sera plus sur du lodge et de l'excursion à la journée. Sergio, quelle est la meilleure période pour la plongée à Fernando de Noronha? Alors, meilleure période pour la plongée, en fait, il y a une meilleure période de tout court, entre guillemets, pour Fernando de Noronha. Il faut savoir que de manière générale, et ça c'est un peu valable pour tout le nord-est, on a une saison un peu plus humide qui s'étend schématiquement de mars à avril jusqu'à mai-juin en fonction des régions. Donc pour des gens qui se rendraient sur Fernando de Noronha, c'est vrai que c'est pas la période, cette période-là n'est pas idéale. À partir de mars jusqu'à fin mai, début juin. Pour le reste, à partir du mois de juin et jusqu'au mois de février, Fernando de Noronha est accessible. Il faut éviter de manière générale, mais ça c'est une remarque un petit peu plus globale sur le Brésil, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. En termes d'hôtellerie, il faut savoir que les hôtels au Brésil fonctionnent avec des systèmes de package. À chaque fois qu'on a un jour férié, à chaque fois qu'on a une date importante, type Noël, type Réveillon, type Pâques, etc., ce sont des périodes, alors bien évidemment, il est possible de se rendre ici au Brésil, mais ce sont des périodes quand même où de manière générale, on va se retrouver avec des packages de nuitées incompressibles avec des tarifs plus élevés. C'est un élément à prendre en compte pour vos clients qui souhaiteraient se rendre au Brésil. Et je pense en particulier à Noronha, parce que par exemple, pour la période de Réveillon, on a les meilleurs hôtels de l'île sont complets depuis 6 mois et affichent juste les plus prohibitifs. En dehors de ces périodes un petit peu particulières, Noronha, pour retenir schématiquement de juin jusqu'à février, c'est la bonne période pour venir. Après, mars, avril, mai, c'est la période un petit peu plus pluvieuse qu'il vaut peut-être même éviter pour une région comme Noronha. Question de Katia. Un budget type pour une première découverte? C'est vrai que c'est difficile de donner des budgets, des tarifs comme ça, parce que comme c'est vraiment du circuit personnalisé, mais sur la plateforme de Together, vous pouvez justement trouver des exemples et avoir une idée du tarif pour certains circuits. Donc, et n'hésitez pas d'aller aller regarder. Et après, c'est vrai que c'est adaptable. Rien n'est figé, tout est adaptable en fonction du voyageur et ce qu'il souhaite. Michel, Lanços Maranhães, en novembre et décembre, est-ce que c'est bon? Quelle température? Les Lençóis en novembre et décembre. En termes de température, il faut savoir que dans le nord-est, ici, toute l'année, on a globalement une température qui est dans la même, entre 25 et 30 degrés toute l'année. On soit en saison un petit peu plus humide ou en saison sèche. Pour ce qui est des Lençóis Maranhães, c'est très particulièrement en novembre-décembre, en termes de lagunes, on n'a quasiment plus rien. En général, les lagunes sont sèches, sauf exception.
elles sont sèches. La période idéale pour les lensois, pour les gens qui veulent voir des lagunes, ça reste beau, hein, même quand on n'a pas de lagunes, ça reste un spectacle assez saisissant. Et pour les gens qui voudraient avoir ce panorama avec ce contraste entre les lagunes, le ciel et les dunes de sable blanc, la période idéale, ça va être à partir de mai-juin, puisqu'on va sortir de la saison un petit peu plus humide à ce moment-là et que les lagunes seront remplies, de mai-juin jusqu'à fin octobre. C'est la période idéale pour les lagunes dans les lensois. Novembre-décembre, ça devient un petit peu plus compliqué de pouvoir observer des lagunes. On peut en avoir encore quelques-unes, mais ça va être assez résiduel. Ce ne sera pas les hauts niveaux d'eau qu'on peut retrouver en juillet-août notamment, où on a des lagunes. Moi, personnellement, je me suis baigné dans des lagunes dans lesquelles j'avais pas pied dans les lensois. Mais novembre-décembre, en termes de lagunes, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. La plupart risquent d'être sèches ou vraiment à un niveau minimum. Question de Laila. On peut se rendre à Boipeba en catamaran. À Boipeba, vous avez deux possibilités. C'est pas le catamaran, vous avez deux possibilités. Soit vous vous rendez à Boipeba en passant par Morro de San Paulo, donc vous prenez le catamaran pour aller jusqu'à Morro, et de Morro, vous prenez un bateau pour aller à Boipeba. Ou sinon, si vous partez directement de Salvador, vous faites généralement une partie de route et une partie en bateau. Et il est important quand le séjour se termine à Boipeba, il est important notamment pour les voyageurs, soit de prévoir un vol qui part tard le soir de Salvador, ou prévoir une nuit à Salvador, parce que voilà, c'est vrai que le trajet est quand même assez long, il faut compter à peu près 5 heures. Donc, s'il arrive quelque chose, si le bateau a du retard, si voilà, le bateau ne peut pas prendre la mer, à cause du temps, voilà, donc il est important de prendre cette précaution. Avec question de Florence. Est-ce qu'on a le droit de se baigner dans les lagunes? Oui, Florence, oui, on a complètement le droit de se baigner dans les lagunes. C'est plus que fortement recommandé et compte tenu du contexte désertique et de la chaleur dans les lensois, les gens en général ne se font pas baigner pour se baigner dans les lensois. En tous les cas, oui, bien sûr, on a le droit de se baigner dans les lensois. C'est de l'eau douce, hein, encore une fois, c'est l'eau de pluie qui forme ces lagunes. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Revenons sur une question de Sergio. Combien de jours pour la visite de la Costa Verde au départ de Paraty en véhicule de location? C'est vrai que pour visiter la Costa, après ça dépend ce que le voyageur veut faire. Mais c'est vrai qu'un minimum de toujours 3-4 jours, c'est vraiment l'idéal pour visiter la Costa Verde. Après, si la personne veut vraiment faire toutes les destinations que je vous ai parlé sur la Costa Verde, il faut bien prévoir une semaine tranquille pour être bien tranquille et visiter et profiter un maximum de la région. Michel, les clients potentiels pour le Brésil nous questionnent sur les problèmes de dengue, fièvre jaune, Zika et d'insécurité. Qu'est-ce que, honnêtement, on doit leur répondre? Alors, c'est une question qui revient effectivement de temps en temps. Il y a plusieurs thématiques qui sont évoquées par Michel. Je vais les prendre une par une. La dengue et la fièvre jaune, très sincèrement, sont des problématiques auxquelles, de manière générale, nos voyageurs ne sont pas confrontés, quand bien même ils se rendent en Amazonie. La fièvre jaune, même la dengue, à moins de partir 3 semaines avec sa machette au fin fond de la jungle amazonienne, il n'y a pas de problématique particulière par rapport à ces deux points-là. Zika, c'est quelque chose qui a été très médiatisé en France en début 2016 notamment, et qui nous a causé du tort sur la destination, et il faut le dire très clairement. Zika, il faut savoir qu'il y a eu une épidémie en début de l'année dernière qui, encore une fois, a été très médiatisée, sans doute surmédiatisée même. Zika n'est plus un problème au Brésil. Depuis facilement un an et demi, on entend parler de Zika ici au Brésil. Pour ce qui est de l'insécurité, thème qui est évoqué également, parce que de manière générale, malheureusement, quand les médias parlent du Brésil, en Europe et en France en particulier, ce n'est pas toujours de manière très positive. Il y a des problématiques d'insécurité, mais dont je dirais qu'on va les retrouver dans les grands centres urbains, ce qu'on peut connaître d'ailleurs dans d'autres pays d'Amérique latine ou en Europe également. Il faut savoir que ces problèmes d'insécurité des grands centres urbains, de manière générale, le voyageur n'est pas confronté. Les problèmes qui peuvent avoir lieu ne concernent pas les zones touristiques, en tout cas pas les zones où nous emmènent nos voyageurs. Nos guides, nos chauffeurs savent où aller et savent quelles sont les zones à éviter pour ne pas avoir ce type de problème.
Deuxième point, une fois qu'on est sorti des grands centres urbains au Brésil, que ce soit dans le sud ou dans le nord du pays, très concrètement, c'est un pays qui est tranquille. Je dirais qu'il y a des mesures de vigilance à prendre de manière générale qui ne sont pas plus spécifiques que celles que je donnerais pour un autre pays d'Amérique latine ou même tout simplement pour un autre lieu touristique. Voilà. En tous les cas, sur les thématiques de santé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter particulièrement ni pour la dengue, ni pour la fièvre jaune, encore moins pour Zika à l'heure actuelle. Et pour ce qui est de l'insécurité de manière générale, le voyageur qui va voyager avec nous ne va pas y être confronté dans ses quotidiens quand il va aller faire même quand il va aller faire des visites de ville, que ce soit des visites de Rio, de Saint-Louis, de Salvador, etc. On n'a pas de problématique particulière sur les lignes sur lesquelles on opère avec nos prestataires. Nouvelle question de Michel. Ce sera la dernière. Pour le Pantanal, les meilleures lodges au Pantanal Nord ou au Pantanal Sud? Alors, pour le Pantanal, ce qu'il faut bien expliquer aux voyageurs, c'est qu'en termes de confort, on est quand même sur, voilà, ça reste assez sommaire, mais cependant, on a quand même des lodges surtout dans le Pantanal Sud, qui sont vraiment de toute catégorie. Donc, voilà, je peux vous donner plusieurs noms, Refugio d'Aï, là, par exemple, mais je pense qu'on pourra vous envoyer ça par email, comme ça vous aurez un peu le descriptif et vous aurez un petit peu plus de détails sur chaque lodge. Mais c'est vrai, comme je vous dis, pour bien expliquer aux voyageurs que, surtout dans le Pantanal Nord, voilà, on est sur des hébergements un peu plus sommaires. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette présentation Brésil. J'espère qu'on aura pu vous donner envie de venir visiter vous-même le pays pour ceux qui ne le connaissent pas. Vraiment, c'est une très très belle destination, très variée comme on l'a vu pendant la présentation. Donc, pour ceux chez qui cette présentation aurait suscité un intérêt pour venir découvrir le pays, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez surtout pas également à nous contacter, à nous solliciter en cas de demande de renseignements, en cas de besoin de compléments par rapport à ce qui s'est dit. On a fait un survol du pays en présentant différents aspects. Bien évidemment, ça reste qu'un survol. Si certains d'entre vous ont envie d'approfondir en particulier une zone, une région, un endroit, une question qui lui est venue en tête, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez à l'écran les coordonnées de nos deux équipes, donc Terra Brasil à Rio de Janeiro, où vous allez pouvoir retrouver Ivana, mais également Luc, Nivea, Louisa et Fabiana qui sont à votre disposition. Et dans le Nord-Est, donc à Fortaleza, l'équipe de Terra Nossa, nous sommes 3 à l'heure actuelle, moi-même, Valérie et Natalia également qui travaillent avec nous. N'hésitez surtout pas pour quoi que ce soit. Demande, explications, renseignements, informations, on est à votre disposition, on fera un plaisir de vous renseigner. Pour ceux qui pourraient se poser la question, ici, j'ai envie d'envisager un voyage qui concerne et le sud du pays et le nord, vous pouvez indifféremment contacter Terra Brasil ou Terra Nossa. Nous, ensuite, on se met en contact avec nos collègues, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour l'élaboration d'un cycle complet qui va concerner le sud et le nord de pays. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie à tous. Merci d'avoir assisté à cette présentation. Pour notre part, on va retourner à notre jour férié. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est férié au Brésil, le 15 novembre, c'est la déclaration de la République. Donc voilà, on s'est mobilisé spécialement pour vous présenter les atouts et les attraits de notre destination et vous donner envie et d'y venir et de y faire venir nos clients. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Au revoir.